Nous sommes rendus maintenant à la deuxième partie de la micro-édition. Donc, pour votre projet de revue, nous allons retoucher les images pour qu'elles sortent bien à l'impression. Vous vous rappelez à la dernière capsule, capsule 7, où on faisait un récapitulatif d'InDesign, on avait fait une préparation à l'impression, c'est-à-dire qu'on préparait une épreuve et il restait une dernière erreur à corriger. Je vais la simuler ici dans Fichier, Assemblage. Donc, voyez-vous ici dans Fichier Assemblage, une dernière petite erreur était lien et image, 8 liens détectés, tout va bien, mais ici, 5 utilisant l'espace colorimétrique RVB. Je vous rappelle que le mode de couleur RVB, c'est un mode de couleur qui reste à l'écran. Donc, pour retoucher des images, c'est-à-dire préparer des images qu'on voudrait laisser dans un PowerPoint ou dans un site web, ça serait correct d'avoir le RVB, mais le mode colorimétrique imprimé, qui est le CMJN, ou pour les graphistes qui le disent en anglais, le CMYK, c'est les couleurs d'encre d'impression. Donc ça va être important et c'est là que InDesign nous propose, il y a quelque chose de pas normal, il faudrait que tes images soient dans des modes de couleurs d'impression. Donc je vais annuler ici, puis je vais aller analyser mon projet. Si je faisais des retouches minimales pour un projet, je vais regarder ici la photo de Jay. Disons qu'en même temps, on veut la remplacer aussi. Donc, on a trouvé un nouveau mannequin. On va le changer. Donc, je pourrais faire, par exemple, ici, j'ai besoin de savoir les dimensions. Donc, si je sélectionne le bloc contenant l'image, je peux avoir les dimensions en haut, largeur, hauteur. Donc, 581,4 points par 698,4. Par contre, si vous remarquez, j'ai pas besoin de cette pleine largeur-là puisqu'elle est cachée par une trame de couleur. Donc, si vous voulez connaître la vraie dimension, vous pourriez prendre cet outil-là, l'outil mesure. Et là, il faudrait que j'aille d'un coin à l'autre, en cliquant, glissant, faire une diagonale comme ça ici. C'est sûr que j'y vais rapidement, il faudrait peut-être que je zoome pour être sûr. Voilà, ça va bien. Je m'éloigne, je me rapproche de l'autre côté. Ah, voyez-vous, je vais tasser ça un petit peu ici. Donc, j'aurai des dimensions de 462,6 par 698,4. Maintenant que je connais les dimensions de mon projet d'image, je suis maintenant rendu dans Photoshop. Il y a plusieurs façons de faire. La première chose intéressante à faire pour toutes vos images, c'est de connaître la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels par pouce linéaire. Donc, dans un pouce, si je mesurais un pouce dans mon image, je pourrais compter, admettons qu'on parle au lieu de pixels, de gouttes d'encre, je pourrais calculer 150 gouttes d'encre une à côté de l'autre pour former mon image dans un pouce linéaire. Donc ici, si j'ouvre Fichier, Ouvrir, je vais ouvrir ma photo trouvée sur Google Images. Et là, la première chose à savoir, c'est la résolution. Savoir si j'en ai assez, puis si la définition de mon image, largeur-hauteur, est suffisante. Donc, si je vais dans le menu Photoshop Images, taille de l'image. Dans taille de l'image, la partie du haut, c'est les dimensions en pixels, c'est-à-dire l'image elle-même, donc sa définition. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pour connaître le côté imprimé, c'est taille du document. Une chose très importante pour ne pas modifier les pixels dans l'image, ça serait de décocher rééchantillonnage. Et là, je m'aperçois qu'elle est à 72 pixels par pouce. Ça, c'est une bonne définition, une bonne résolution plutôt pour une image qui reste à l'écran, une image web ou pour PowerPoint. Donc, c'est suffisant comme nombre de pixels consécutifs dans un pouce linéaire pour bien paraître à l'écran seulement. Mais si j'essaie d'imprimer cette photo-là, ça serait un peu étrange. Je verrais une mosaïque de points, l'image perdrait en qualité. Donc, à l'impression, si on a une imprimante de bureau, je mets ça à 150. Voyez-vous que les chiffres ici en haut changent? Et ça, c'est les dimensions d'impression. Je vais le mettre en point pour que ça soit plus parlant avec notre projet. Donc, en point, on se rappelle qu'on avait besoin de 462 par 698 en hauteur. Donc, voyez-vous, pour une résolution de 150, l'image serait d'une taille suffisante. Puisque j'ai encore assez de place ou une bonne dimension d'image, je peux me permettre à augmenter vers une résolution de haute qualité.
Donc 300, c'est la résolution pour les imprimeurs. Donc 300, 577, ça me va. Par 977 en hauteur, c'est suffisant aussi. Donc je vais dire OK là-dessus. Puis voyez-vous que les pixels, en tout cas, les pixels dans l'image n'ont pas changé. C'est seulement la résolution qui a été changée. Donc, pour pas perdre des pixels, pour pas en inventer non plus, le fait de ne pas rééchantillonner va changer le nombre de pixels imprimés. La taille ne changera pas. Alors, je retourne dedans pour mieux le constater. Taille de l'image en points. 577 alors que j'en avais besoin de 462, ça va bien. La hauteur 977 alors que j'avais besoin de 698,4 et on a une excellente résolution qui est la qualité optimale là, pour les grands imprimeurs. Voici maintenant différentes méthodes pour adapter l'image à notre besoin précis de dimension, c'est-à-dire on veut avoir un 462,6 points par 698,4 points. On est proche en ce moment, mais c'est pas précis. Donc, il y a plusieurs façons. Alors, on va en essayer une. Donc, si on va dans Image, tout à l'heure, on est allé dans Taille de l'image, mais cette fois-ci, si je vais dans Taille de la zone de travail, ça, c'est mon espace de travail derrière. Donc, je vais mettre ça en point. Et ici, on va en perdre parce que j'ai besoin de 462. Donc, voyez-vous ici, juste en dessous, si je fais ça, l'espace de travail qui va être modifié va être plutôt à gauche, à droite et en bas du point actuel. C'est-à-dire, si je change la hauteur, c'est vers, si je le laisse le point comme ça ici, c'est le bas qui va perdre en hauteur. Par exemple, si je le faisais, admettons, je vais faire quelque chose d'exagéré, je dis 300 pixels en largeur, donc à ce moment-là, on va en perdre à gauche et à droite. Voyez-vous, comme ceci. Je vais annuler. Image, taille de la zone de travail. Si je disais par exemple en hauteur, en point toujours, disons que je veux 400 en hauteur, ben le mannequin va perdre ses jambes. Comme ceci. Et ça, c'est pas récupérable, hein, c'est qu'il va vraiment tronquer. Donc, si je veux bien faire les choses, image, taille de la zone de travail, je pourrais dire tout autour. Puis en point, je vais utiliser la dimension recherchée qui est 462,6 par 698,4 et OK. On dit justement que l'image va être rognée. Donc si je fais continuer, regardez, c'est pas fameux. Hein? Donc dans ce cas-ci, ça aurait peut-être été intéressant de peut-être rapetisser le mannequin. Donc je vais annuler. Donc cette méthode-là fonctionne plus ou moins pour l'instant. Je vais essayer une autre méthode. Donc j'aurais pu, oui, me débrouiller autrement. Mais là, si j'essaie avec l'outil rogner ou recadrer, il faut, je vous suggère fortement, si vous voulez faire ça pour préparer des images, d'aller chercher dans l'option taille et résolution et de tout de suite lui dire 462,6, pas pixels, des points, 462,6 par 698,4. Je sais que c'est une résolution de 300 qu'on veut, mais j'y toucherai pas pour qu'elle s'adapte. Donc, OK là-dessus. Puis là, ce qui peut être intéressant, voyez-vous, là, je suis limité à cette dimension-là. Je peux toujours étirer la zone de recadrage, mais ça va y aller en proportion. Regardez si je utilise ceci. Wow. Comme ça. Je vais tirer la poignée aussi vers le bas pour englober toute la hauteur du mannequin. Puis à la fin, ce qu'on peut faire, c'est d'ajuster l'image par rapport au cadre. Donc on pourrait le faire légèrement vers la gauche puisqu'il va y avoir une trame à droite. Comme ceci. Et quand je suis satisfait, je fais retour pour qu'il recadre officiellement. Bon. Donc si je retourne dans Image, taille de l'image, et que je mets ça en point, voyez-vous que ça s'est adapté.
462,6 précisément par 698,4, mais pour adapter le tout, il a fait une résolution de 419,79. Je pourrais laisser tel quel, comme ceci. Au moins, j'ai mon minimum, je veux dire, ma qualité optimale qui est de 300. C'est même plus haut que ça. Donc, ça, c'est une autre méthode. Maintenant, je vais vous donner une méthode, ma méthode préférée. Donc, on a utilisé la zone de travail, on a utilisé le rognage avec des paramètres ici de taille et résolution très importants. L'autre est peut-être plus intéressant. Donc, j'annule. En passant pour annuler, là, dans Photoshop, vous avez l'historique ici. L'historique nous permet de retourner dans le temps. Oups, il fallait que j'accepte ou je... Voilà. Donc, voyez-vous, je peux retourner dans le temps jusqu'à l'étape de quand je l'avais ouvert la première fois. Notez qu'on peut faire ça, annuler plusieurs fois, mais dans Photoshop, CTRL-Z, c'est juste une étape d'annulation. Si vous voulez aller très loin, donc plusieurs étapes, c'est CTRL-ALT-Z pour aller plus loin. Là, je suis revenu à l'origine, donc l'image d'origine. Voici ma méthode préférée. Donc, je vais faire un nouveau document, fichier nouveau, aux bonnes dimensions immédiatement, en point. Donc, moi, j'aimerais avoir une photo de 462,6 par 698,4. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est si vous créez tout de suite des documents avec les bonnes dimensions, quand vous allez importer vos photos, vous n'aurez pas besoin de les ajuster. Ils vont être déjà parfaits. 462,6 par 698,4 à 300 pixels par pouce linéaire. Donc, avec un fond blanc, parfait. OK. Donc là, j'ai exactement les bonnes dimensions. Il s'agit d'aller soit importer l'image ou la déplacer à l'intérieur. Donc, voici, je vais vous montrer ici, si je décroche cet onglet-là vers le bas et que j'utilise l'outil de déplacement, je peux prendre le mannequin et le déposer ici, dans mon espèce de photomontage que j'ai créé. Vous voyez, il est un peu plus grand. Je vais vous montrer tout de suite un truc, c'est il faut transformer l'image. Donc ici, on va se rappeler d'un raccourci clavier, CTRL-T pour transformer. Donc, CTRL-T. Je vais dézoomer. Et là, voyez-vous, grâce à majuscule pour garder les proportions et une poignée en coin, je peux rapetisser mon image. Je peux même utiliser aussi la touche Alt pour rapetisser selon le centre. Comme ceci. Voici. Enter pour accepter la transformation. Donc voyez-vous, ça c'est une méthode. Donc on crée un nouveau document, puis on place notre image. Vous voyez que ça fait un petit calque ici. J'ai essayé une autre méthode, c'est fichier importé. Exactement comme dans InDesign. Je vais aller chercher l'Urban Man. Il est tout de suite en mode transformation, si on remarque ici. Juste pour prouver que c'est une deuxième version que je reçois. J'ai deux personnages. Comme ceci. Et toujours faire Enter pour accepter quand vous avez un X de même. Voyez-vous, ici, c'est le crochet. Donc, retour ou crochet pour valider. Sauf que voyez-vous, quand vous importez, on a des petits carrés ici. On appelle ça des, je vais juste vérifier le nom, des objets dynamiques. Donc, c'est un objet dynamique dans le sens où le fichier n'est pas vraiment à l'intérieur de Photoshop, mais lié, comme on fait avec InDesign. Fait que certaines opérations seront inaccessibles si on laisse comme ça. Il y a une façon de pixeliser par la suite, mais pour l'instant, ce que je trouve intéressant, c'est que si on double-clique dessus, on entre vraiment dans l'image qui est liée. Je peux faire des transformations, fermer la fenêtre et on revient à notre document. Donc, deux manières. Ça, il va falloir faire attention à quand on importe ici. Éventuellement, il va falloir peut-être pixeliser ces objets dynamiques-là. Donc, comment ferait-on ça? Calque, objet dynamique, pixeliser. Voyez-vous, ici, j'ai perdu le petit symbole de double carré. Donc là, c'est comme si j'avais glissé l'image à l'intérieur du document. Donc, ça, c'est deux méthodes. Donc, deux méthodes excellentes pour avoir un document dans les bonnes dimensions. Bon, maintenant qu'on a travaillé, préparé l'image, je vais vous présenter Photoshop. Donc Photoshop, bonjour Monsieur Photoshop, vous avez des outils sur le côté.
comme vous aviez pour InDesign. Donc, puisqu'il s'agit de produire de la suite Adobe, ben, il y a des choses communes. C'est ce qui est intéressant. Donc, on voit qu'il y a différents outils qui sont regroupés. Voyez-vous, tout ce qui est outils de sélection est ensemble. Après ça, les outils de retouche aussi ensemble. Les outils vectoriels, donc pour dessiner des illustrations vectorielles, texte, outils de déplacement, etc. Et les extras. Je vais cliquer sur ma double flèche ici pour bien les voir. Donc, voyez-vous, on a aussi ce qui est couleur premier plan, couleur d'arrière-plan, etc. Dans Photoshop, vous avez aussi une barre en haut, mais cette fois-ci, il s'agit de la barre d'options. Ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai un outil de sélectionner dans la barre d'outils, j'ai des options ici, et une que je trouve assez intéressante, c'est la sélection automatique des calques. Par exemple, si je sélectionne mon personnage qui est ici, je vais le tasser. Voyez-vous, là, ici, si on regarde les calques en ce moment, et que je clique sur l'autre, voyez-vous, il a changé d'étage. Tandis que par défaut, sélection automatique n'est pas cochée. Fait que je clique sur l'une ou sur l'autre, je déplace toujours le même calque. Il faut que je pense sélectionner le bon calque pour ensuite adapter. Donc, c'est ça qui est intéressant. Sélection automatique, j'ai pas besoin de me promener dans les calques, il le fait automatiquement. Voilà. Donc, chaque outil a ses options. Donc, voyez-vous, à chaque fois que je choisis un outil, j'ai de nouvelles options. On voit aussi que dans Photoshop, on a la notion de palette. Les palettes qui se répètent, donc comme ici la palette calque qui ressemble étrangement à celle d'InDesign. Donc une palette, je vous le rappelle, a toujours son onglet, a aussi ses outils. Des outils ici qu'on se rappelle, donc supprimer ou nouveau. Donc nouveau quoi? Calque. Supprimer quoi? Un calque, parce qu'on est dans la palette des calques. Et dernière chose, pour les palettes, vous avez toujours ce qu'on appelle un menu local. Là, on ne le voit pas bien. C'est en arrière de ma zone d'enregistrement. Donc je le déplace ici, voyez-vous. Donc ça, c'est le menu local de la palette des calques. La plupart des palettes ont leur propre menu. Voilà. Maintenant, quelques outils que vous connaissez déjà. Donc la règle, qu'on peut faire apparaître ou disparaître grâce à CTRL-R comme dans Règles. Ou encore dans Affichage, Afficher. Pas ça du tout. Non, Règle ici. Affichage, Règle. Donc quand j'ai une règle, je suis capable de faire le bouton droit dessus. Bon. OK, donc bouton droit, je peux être capable de mettre ça en point par exemple. Et comme d'habitude, je peux aller chercher des repères dans ma règle. Par contre, c'est légèrement différent d'InDesign. Je suis pas capable d'aller changer précisément la hauteur, la position verticale ou horizontale d'un repère. Il n'y a pas d'option ici. Donc, ce qui est différent, donc si je veux les supprimer, je les reglisse dans la règle. Si je voulais aller précisément, il faudrait que j'aille dans Affichage, Nouveau repère et aller le préciser ici, admettons, repère horizontal à 200 points, par exemple. Voici, c'est ça qui est différent d'InDesign. Donc, les règles, les repères, tout ça, c'est... Maintenant, une petite révision pour naviguer dans une photo. Je vous ai présenté des raccourcis clavier dans InDesign, c'est les mêmes ici. Donc, quand je fais CTRL espace en même temps, ça devient la loupe temporaire. Et là, je peux tracer une espèce de rectangle de zoom pour m'approcher. On peut faire CTRL++, CTRL-, comme d'habitude. Voilà. Ou je peux aller changer le facteur de zoom ici, 100% par exemple. Voilà. L'espace, quand je maintiens l'espace enfoncé, ça me permet de déplacer mon plan de travail pour mieux travailler. Ou encore une palette qu'on n'a pas dans InDesign qui s'appelle Navigation. Fenêtre Navigation qui est ici. Donc ça peut être intéressant parce que je peux déplacer ici comme ça, augmenter le zoom ou m'en éloigner, ou encore CTRL enfoncé et je trace un rectangle de zoom ici. Donc si vous souhaitez, ben, ça peut être intéressant aussi. Maintenant, voici quelques autres palettes que vous connaissez déjà, comme Nuancier, qui est exactement pareil comme dans InDesign. On est capable de configurer une couleur, donc en rajouter une nouvelle, si je veux.
Donc, comment les couleurs fonctionnent dans Photoshop, c'est légèrement différent. Si je clique sur une couleur de premier plan, je peux d'abord choisir une couleur. Ensuite, là-dedans, je peux choisir une force dans la couleur, donc une saturation. À droite, plus c'est saturé, plus c'est vif, versus à gauche, plus délavé, donc désaturé. Donc, si je pique et glisse là-dedans, je me fie sur la vignette qui est ici. Par contre, on nous avertit ici avec un point d'exclamation que c'est pas une couleur imprimable celle-ci. Donc, il faut faire attention, si c'est pour un projet imprimé, ben, je vais cliquer dessus, il va me trouver quelque chose qui est proche. Et là, je peux connaître les couleurs en CMJN ou en RVB. Donc, OK. Voyez-vous, elle se rajoute ici en couleur de premier plan, mais je pourrais l'ajouter dans mon nuancier en cliquant sur Nouveau. Et je la nommerai pourpre. Voilà, donc je vais repositionner cette palette-là ici. Je vous rappelle l'historique qui peut être intéressant pour revenir dans le temps, mais ça c'est limité. Donc vous n'avez pas trop d'étapes aussi. Je pense que par défaut c'est 40 étapes, donc il faut faire attention de ne pas aller trop loin et de se créer des copies de sécurité. Maintenant pour les calques, je vais préparer mon photomontage parce que là j'ai fait 2 tests. Je vais jeter ce calque-là dans la poubelle et on est prêt à continuer. Alors, on va reprendre notre exercice maintenant qu'on se débrouille un peu avec Photoshop, on sait où regarder. On se rappelle aussi qu'on a un projet dont une photo doit avoir 462,6 par 698,4 points à au moins 150 pixels par pouce ou 300 préférablement. Dans ce cas-ci, on est en même un peu plus haut qui est 400. Donc, on a les bonnes dimensions. Ce qu'il faut faire maintenant pour retoucher minimalement, c'est-à-dire que pour chacune des photos que vous avez dans vos projets, il faut au moins faire ces étapes-là. Donc, la dimension, c'est plus ou moins important à part la résolution parce qu'on a vu qu'on est capable de changer le tout, adapter le tout dans InDesign par la suite. Par contre, si vous voulez pas avoir de problème, l'idéal, c'est de changer les dimensions. Maintenant, par la suite, il s'agit de vérifier 2 choses. Le renforcement et donc renforcement, c'est-à-dire enlever le flou, donc, parce qu'il y a toujours un peu de flou ici, et les niveaux. Donc les niveaux, c'est le contraste, luminosité et contraste. Et je vais commencer par ça. Donc je sélectionne le bon calque. Et là, dans le bas de la palette des calques, vous avez les réglages. Donc on peut les faire ici, image réglage aussi. On a à peu près les mêmes, sauf que ça, c'est définitif. Tandis que quand j'utilise les calques de réglage, c'est temporaire. C'est-à-dire que je pourrais revenir dans Photoshop puis les désactiver ou les supprimer par la suite. Donc, toujours aller là idéalement. Je suis allé un peu vite. Donc, calque de réglage en bas. Je vais chercher les niveaux. Et ça, c'est très simple. Les niveaux, c'est que, là, je vais déplacer peut-être mon image en même temps. C'est que vous avez une étendue de luminosité si on veut. Donc on voit qu'il manque de ton foncé ici. J'ai 255 niveaux de tons si on veut. Les tons pâles, c'est ceux qui sont à droite, les tons foncés à gauche et les tons moyens au centre. Donc on voit qu'on n'a pas vraiment de tons moyens, beaucoup de tons clairs. Et là, j'ai l'impression que l'image est comme surexposée, comme délavée. Donc, idéalement, qu'on a cette petite montagne-là, c'est, faut dire à Photoshop, regarde, ça donne rien d'aller chercher dans les tons foncés ici, il n'y en a pas. Donc, on va y rapprocher ce petit curseur-là. Regardez comment mon image s'améliore. Les tons pâles, il y a beaucoup d'informations, donc j'y touche pas. Par contre, je peux aller jouer sur les tons moyens par la suite. Voyez-vous, ici, c'est trop délavé, trop foncé, et je me rapproche. Moi, je fais toujours ça, les extrêmes, et je rapproche tranquillement en gardant mes yeux sur mon image à retoucher. Voilà. Donc, quand je vous parlais de calque de réglage, voyez-vous, c'est un calque qui a rajouté, ils n'ont pas transformé les pixels officiellement. Donc, je peux désactiver puis réactiver le calque de réglage, je peux même le jeter. C'est ça qui est intéressant dans des calques de réglage, c'est pas définitif. Alors maintenant, toujours par rapport aux retouches, il y a différents réglages que vous pouvez faire. Par exemple, si je retourne dans les calques de réglage, il y a la balance des couleurs. Des fois, ça peut être intéressant quand il y a une dominante trop évidente dans une photo de trouver la couleur opposée. C'est-à-dire, s'il y avait trop de rouge dans mes tons moyens,
Voyez-vous ici, je suis sur ton moyen. Et que je voulais enlever du rouge, je pourrais rajouter du cyan. C'est de la correction de couleur. Comme ici, voyez-vous, là, j'y vais trop, là. Voilà. Donc, celui-là, ce réglage-là, il n'y a pas de solution. On y va à tâtons en vérifiant ce que ça donne. Des fois, certains photographes rajoutent du jaune pour faire plus chaleureux. Voilà. Donc, vous pouvez changer ton foncé, ton moyen, ton clair en jouant sur les balances. Donc, tout dépendant de ce que vous avez besoin, vous savez maintenant qu'il y a différents réglages ici. Je vais pousser ça. Voilà. Différents réglages qu'on peut aller chercher. Donc, en suivant certains tutoriels, vous pourriez en apprendre un peu plus. Voyez-vous, on peut utiliser des filtres photos, convertir en noir et blanc, changer une teinte, recolorer une image, etc. Donc, il y a plusieurs éléments ici. Et encore plus dans Images réglages. Voilà. Maintenant, une correction importante que on va voir, c'est la correction du flou. On appelle ça du renforcement. Puis, selon les auteurs, les professionnels en photographie, on dit qu'il y a tout le temps un certain niveau de flou dans chaque photo. Et Scott Kelby, qui est un auteur Photoshop assez talentueux, nous conseille un filtre universel. Donc, il y a différents filtres donc pour augmenter le renforcement. Les filtres, on les a jamais utilisés à date. Par contre, faites attention, là je me prépare à modifier une image, comme on a fait tout à l'heure avec certains réglages, sauf que cette fois-ci, ça va être comment dire, une transformation définitive des pixels. C'est pour ça qu'avant de commencer toute opération grâce à des filtres ou à l'aide de réglages situés dans le menu Image réglages, on sait que ces deux façons de faire là modifient définitivement les pixels. On va se faire une copie de sécurité. Donc moi je fais à chaque fois que je dois manipuler une image, je glisse le calque sur un nouveau calque pour en faire une copie. Cette copie-là, je vais peut-être la mettre en arrière-plan et même invisible pour pas y toucher. Je reviens sur le calque original. Puis là, je vais vous montrer ça. Je vais zoomer davantage, comme ceci. Et je vais aller dans Filtre, Renforcement. Parfois, on peut utiliser l'accentuation, mais il y a quelque chose d'encore plus idéal ici là, pour la plupart des photos, c'est netteté optimisée. Voilà. Puis, Scott Kelby nous conseille un gain. Si on va voir ici le gain. Un gain entre 60 et 70. Donc, je vais essayer 60. 60. On nous dit un rayon entre 1 et 2. Sauf que le rayon, Scott nous propose toujours 1 par défaut. Dans certains cas, il a dû utiliser du 2. Et qu'est-ce qu'on veut supprimer dans le flou? Lequel type de flou? C'est flou de l'objectif. Donc, flou de l'objectif. Et là, si je regarde ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir avec la projection, mais si je maintiens enfoncé la souris, regardez, c'est légèrement flou. Et quand je lâche, c'est le réglage qui s'applique. Donc, je vais le faire une série de fois. Avant, après, avant, après, avant, après. Donc, vous voyez, concentrez-vous sur les yeux. C'est surtout ça qui est important dans une photo de quelqu'un, d'un portrait. Donc, voyez-vous, genre, maintiens enfoncé, c'est léger, léger comme transformation. Donc, je vais dire OK là-dessus. Comme ça, je viens de changer définitivement les pixels de l'image. Et parfois, il est possible de réappliquer exactement le même filtre. Voyez-vous, filtre. Je pourrais retourner dans Filtre, Renforcement, Netteté optimisée et rajouter encore un renforcement supplémentaire. Mais dites-vous que si vous exécutez la commande complètement en haut du menu Filtre, Netteté optimisée, c'est exactement le filtre que vous venez d'appliquer avec les mêmes réglages. On pourrait l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Si je le fais une autre fois, voyez-vous, c'est encore meilleur, encore mieux. Puis là, je vais faire encore un dernier test. Là, c'est un petit peu exagéré, mais disons que je refais filtre, netteté. Ça commence à devenir un petit peu trop sévère comme retouche. Voyez-vous, quand ça vous arrive d'aller un peu trop loin, soit on annule, ou je vais vous présenter une dernière commande, édition, atténuer et le nom de la commande que je viens de faire, voyez-vous, ici. Si je fais ça, ça me permet de réduire mon effet ou mon fill que je viens d'appliquer. Comme ça, je fais un meilleur contrôle dessus. Voilà. Si vous voulez voir maintenant avant-après, puisque j'ai fait un backup
je vais le rendre visible et je vais crever l'œil de la photo originale retouchée. Voyez-vous, avant, après. Là, c'est beaucoup plus évident. Les yeux sont très flous et maintenant très renforcés. Voilà. Donc, pour toutes les images, il faudrait faire un minimum de retouches de renforcement. Je viens maintenant de terminer mes retouches minimales. Donc, on a enlevé le flou, on a corrigé la luminosité contraste grâce au niveau, on a essayé aussi la balance des couleurs. Maintenant, il s'agirait de faire une version, j'enregistrerai cette version-ci comme étant la version RVB et on ferait une copie de ce fichier-là pour faire une version CMJN aplatie. Donc, RVB, je vous rappelle, c'est le mode de couleur qui reste à l'écran. Donc, pour un PowerPoint ou pour un site web, les images qu'on travaille, on les laisse en RVB. Mais pour tout document imprimé, il faut passer en CMJN. Donc, ici, je vais enregistrer sous. Je m'assure d'être au bon endroit. Donc, sur mon bureau, je vais Images. À l'intérieur, j'ai Photoshop. Dans RVB, on s'assure de créer notre version RVB de l'homme urbain. Donc, il s'appelait Urban Man. Et je vous suggère fortement de terminer par RVB. Ici, j'enregistre. OK. Et puis là, il va falloir faire quelque chose de particulier, soit d'aplatir tous les calques, donc de carrément écraser, que ça devienne une seule image. Donc, voyez-vous, on va écraser l'arrière-plan, Urban Man et les réglages en même temps. Donc ça, pour plus rien ne bouge finalement. Donc, pour être sûr de rien manquer, ne pas écraser des choses importantes, là, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout à part d'enregistrer ma version RVB. Ben, j'enregistre immédiatement sous dans le dossier CMJN et je vais appeler ça CMJN. Enregistrer. OK. Donc là, j'ai rien fait. Alors, dans les calques, je vais visiter le menu local. Je vais décrocher ça encore. Comme ceci. Et voilà, je vais tirer. Donc, dans le menu local, ce que je vais faire, c'est aplatir l'image. Et là, on me dit supprimer les calques masqués. Oui. Voyez-vous, la copie ici que j'avais de Urban Man Copy, cette fois-ci, je veux qu'il la supprime, qu'il s'en débarrasse. Donc, OK. Maintenant que tout est aplati, il y a juste un calque d'arrière-plan. Il s'agit d'aller dans Image mode pour changer le mode de couleur. Image mode. Voyez-vous, c'est CMJN. Quand je vais faire ça, toutes les couleurs en RVB vont être converties CMJN. Il risque d'avoir un changement de luminosité ou de changement de couleur dans mon image. Donc on essaie, on se concentre. Voyez-vous, dès que je vais dire OK, on dit si vous êtes sur le point d'effectuer une conversion en CMJN avec le profil machin, ce n'est peut-être pas votre intention. C'est bien mon intention. OK. Ça n'a pas trop bougé. Par contre, vu qu'on vient de changer de mode de couleur, je vous dirais qu'une bonne habitude serait de faire une dernière retouche de niveau. Mes niveaux sont ici. Je suis en mode CMJN cette fois-ci. Les tons foncés, les tons pâles, ça va toujours. Je vais juste jouer peut-être avec mes tons moyens, faire un dernier petit réglage. Comme ceci, c'est suffisant. Et voilà. Donc, je mets à jour mon document en faisant CTRL S pour sauvegarder. Et j'ai terminé ma version CMJN. Me voici de retour dans InDesign. Donc pour remplacer cette fois-ci mon nouveau mannequin pour l'article Jada Wood. Alors ici, ce que je vous propose de faire, c'est de se débarrasser de l'image et non pas du bloc image. Donc je prends la flèche blanche, je m'assure d'être sur image d'arrière-plan. Et en sélectionnant Jada Wood, je vais supprimer. Je m'assure d'avoir toujours mon X. J'importe, CTRL D. Et je vais aller chercher sur le bureau mon dossier, où est-il? 08, image, Photoshop, CMJN. Si je double-clique, je vais aller chercher cette version-ci. Et je clique sur le X. Voici. Voyez-vous, j'ai pas eu besoin de retoucher les dimensions sans problème.
Donc, vu que j'ai déjà étudié le cas, l'image se place tout de suite. J'ai déjà préparé les tailles, les largeurs, hauteurs, tout est parfait. Donc, en principe, si je vais dans Fichier, Assemblage, je devrais avoir une erreur de moins. Assemblage. Donc ici, on nous dit maintenant que 5 utilise l'espace colorimétrique RVB. Je vais aller voir dans les liens ici. Voyez-vous, Centre Apple, c'est du JPEG. Pub Heineken BAC, puis Urbanman c'est MJN. Profil. Urban City c'est du RVB. Mais ici il nous indique qu'on a bel et bien du CMJN. Donc ça n'est pas des problèmes. Alors mes vrais problèmes, 1, 2, Centre Apple, 3, le pub Heineken. Après ça, 4 et 5 pour Urban City. Donc voyez-vous, je viens de prouver ici que mes deux Photoshop, même le iPhone est correctement, est en CMJN. Donc, il faudra refaire éventuellement la couverture. Alors maintenant, je vais faire un tour rapide de ce qui reste à modifier. Donc, Jade a été remplacé cette fois-ci. Il reste, voyez-vous, l'image qui est ici sur le côté. Il va rester, on a vu tantôt par rapport aux erreurs, ici, le iPhone serait déjà correct. Par contre, cette image-là, il faudrait que toutes ces photos-là, je fasse une retouche minimale. Pour ce qui est de la couverture, oui, on va faire des retouches minimales, mais on va faire aussi, on les utilisera plus tard, on va faire des photomontages. Oh, je viens de voir qu'on a un petit problème ici. Donc iPhone 5 qui est là, je vais sélectionner comme ça et importer la vraie couverture qui se trouve à être en RVB, je crois. L'homme urbain, voilà. Je sais pas pourquoi elle est disparue. Voici. Donc là, la couverture est corrigée. Cette version-là est CMJN, le iPhone aussi. Donc, vous voyez, toutes les autres images, vous pouvez déjà toutes les convertir en CMJN. Donc, à chaque photo d'article, on fait les retouches minimales. On prépare aussi peut-être les dimensions en interrogeant la résolution, la définition. On commence par ça. Ensuite, des retouches minimales. Et après ça, on se fait une version RVB et CMJN. Et voici ce qui est intéressant pour terminer. Si je sélectionne ce Urban Man qui est ici, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma palette des liens. Donc, fenêtre, lien. On voit que UrbanMan est une version PSD en page 5. Si je clique sur le crayon, il va aller l'éditer en Photoshop. Voyez-vous, il vient de l'ouvrir ici. Donc, remarquez ici que mon photomontage est aplati. Donc, si j'avais une retouche à faire, un découpage ou un élément que j'avais besoin, admettons j'ai trop retouché l'image, ça sort très mal à l'impression, ça serait malheureux d'avoir un document Photoshop aplati. C'est pour ça que je vous ai fait faire une version RVB qui contient tous les calques et une version CMJN qui est aplatie. Donc si je voulais revenir dans le temps, je pourrais faire Fichier ouvrir, j'irai chercher ma version RVB de UrbanMan. Puis au besoin, je reviens sur ma copie que j'avais, je refais d'autres touches et je recrée une version CMJN. Donc c'est pour ça que je vous dis de garder une version RVB non aplatie. On peut toujours revenir dedans et c'est essentiel. Donc n'oubliez pas ça.